Leur mission initiale était de contribuer à la construction et au nettoyage des villes. Par la suite, certains de leurs véhicules ont servi dans l'armée française. Imaginez une balayeuse, au petit matin dans les rues d'un Paris des années 20 qui s'éveille à peine. Une machine robuste, méthodique, dont le seul but est de rendre le monde un peu plus propre. C'est l'image même de la paix et du progrès. Maintenant, chassez cette image de votre esprit. Pensez plutôt à un véhicule à 6 roues, conçu pour une mobilité exceptionnelle, tractant à canon anti-char dans un terrain difficile en 1940. Pensez à la nécessité d'adaptation au relief, à la mobilité tout-terrain. Ces deux types de machines, la balayeuse pacifique et le véhicule militaire tout-terrain, partagent le même nom, l'AFLI. Cette comparaison est métaphorique, mais elle illustre bien le parcours inattendu de l'entreprise. L'AFLI n'a pas choisi la guerre, c'est la guerre qui a choisi l'AFLI. Ceci est l'histoire de ce constructeur. Comment le spécialiste des engins de chantier est-il devenu un fournisseur de véhicules militaires pour l'armée française et pourquoi cette entreprise a-t-elle disparu au début des années 1950 ? Suivez-nous, le parcours d'une marque née pour les chantiers et qui a connu une transition vers le militaire commence maintenant. Né pour les chantiers, la genèse d'un spécialiste discret. Pour comprendre l'évolution, il faut d'abord raconter les débuts. L'histoire de l'AFLI ne commence pas dans le domaine militaire, mais dans les ateliers. Nous sommes en 1849. La société l'AFLI voit le jour près de Paris. Mais c'est vraiment au tournant du XXe siècle qu'elle trouve son créneau principal, le matériel de voirie. Pendant des décennies, l'AFLI devient synonyme de propreté et de construction. Ces machines contribuent à façonner la France de la Belle Époque. Pour que les grands boulevards parisiens brillent pour l'exposition universelle, il faut des arroseuses et des balayeuses. Pour que les routes soient lisses, il faut des rouleaux compresseurs. Et les plus fiables sont souvent des l'AFLI. La réputation de la marque repose sur une qualité de fabrication élevée. Un engin l'AFLI est un investissement durable, une machine qui accomplit son travail jour après jour. Quand la Grande Guerre éclate en 1914, on pourrait s'attendre à une conversion importante dans l'effort de guerre. Renault fabrique des chars, Citroën des obus. Mais l'AFLI, fidèle à son expertise, fournit principalement à l'armée des rouleaux compresseurs. Leur rôle est essentiel mais discret, maintenir en état les routes stratégiques derrière le front. Après la guerre, la société prospère et déménage dans une usine plus moderne à Asnières-sur-Seine. Elle est à son apogée dans sa niche. Une entreprise respectée et rentable, mais qui reste spécialisée. Rien ne la prédestine alors à devenir un acteur important dans le domaine militaire. Personne n'imagine que ces ingénieurs, experts en rouleaux compresseurs, détiendraient une technologie clé pour la mobilité tout-terrain. Et pourtant, l'évolution commence progressivement. La transition vers le militaire. Au sortir des années 20, l'armée française repose encore en partie sur des doctrines anciennes. Le cheval reste largement utilisé. Mais ailleurs en Europe, des théoriciens comme Guderian préconisent une guerre basée sur la vitesse et la motorisation. L'état-major français comprend progressivement qu'il faut se moderniser. Le besoin de camions et de véhicules spécialisés devient important. C'est là que le parcours de l'AFLI évolue. Dès la fin des années 1920, le camion LC2 attire l'attention, avec les prototypes S15 et V15. Le vrai tournant arrive au début des années 30. L'AFLI acquiert un brevet détenu par un ingénieur autrichien du nom de Holos. Ce brevet décrit un système de transmission et de suspension qui permet à chaque roue d'être motrice et indépendante, capable de s'adapter au terrain avec une grande agilité. Pour faire simple, sur un châssis classique, si une roue se lève, l'autre peut perdre le contact au sol. Le système l'AFLI permet à chaque roue de monter ou descendre sur une hauteur importante tout en restant en contact avec le sol et en transmettant la puissance. Visuellement, les véhicules équipés de ce système épousent le relief efficacement. Ils sont souvent équipés de petites roulettes anti-fossées à l'avant et au centre, ce qui constitue une signature visuelle distinctive et améliore le franchissement d'obstacles. Ce système résout efficacement le défi du tout-terrain.
Un camion classique est limité dès qu'il quitte la route. L'armée a besoin de véhicules capables de suivre les troupes sur des terrains variés. La technologie Lafly offre précisément cette mobilité accrue. Le Lafly S15 TOE tractait le canon de 75 mm modèle 1897 sur des pentes que nul autre véhicule français ne pouvait gravir chargé. Grâce à cette innovation, Lafly se spécialise dans les véhicules 4x4 et 6x6 tout-terrain. Elle collabore étroitement avec Hotchkiss qui fournit d'excellents moteurs. L'entreprise, autrefois centrée sur les balayeuses, se positionne à la pointe de la mobilité militaire. Cependant, son outil de production reste limité, adapté à une fabrication soignée, mais pas à de très grandes séries. Pour répondre à la demande croissante, un consortium est formé avec Hotchkiss et Lalicorne dès avant la guerre. Cela permet d'augmenter les volumes de production pour des modèles comme les S15, V15, W15 ou S20, tracteurs d'artillerie légers, véhicules de reconnaissance tout-terrain, etc. Cette organisation révèle déjà les contraintes de Lafly, une forte capacité d'innovation technique, mais une échelle de production modeste. L'arsenal, les véhicules tout-terrain. Fin des années 30, la tension internationale augmente. Dans les usines d'Asnières, les équipes de Lafly travaillent activement pour répondre aux commandes militaires. Le résultat est une famille de véhicules tout-terrain qui se distingue par sa conception originale. Contrairement aux camions classiques, plus carrés et fonctionnels, un Lafly se reconnaît facilement. Son allure est particulière, un long capot plongeant, une garde au sol élevée et surtout un système de roues indépendantes. La plupart des modèles sont des 6x6, avec une caractéristique distinctive. En plus des 6 roues motrices, cette capacité de franchissement est particulièrement appréciée et souvent soulignée dans les essais de l'époque. Au total, environ 2500 à 3000 véhicules militaires ont été produits et livrés à l'armée avant l'armistice de 1940. Ce volume reste modeste comparé aux besoins globaux, mais chaque exemplaire intègre une technologie avancée pour l'époque. Au cœur de cette gamme se trouve la famille S15. Le Lafly S15T est l'un des premiers véhicules à répondre à ce besoin. C'est un tracteur d'artillerie léger qui transporte un canon anti-char et ses soldats à une vitesse d'environ 50 à 60 km/h, y compris sur des terrains difficiles. Pour l'époque, c'est un vrai progrès. Le V15T lui succède, avec un moteur plus puissant et une transmission 4x4, ce qui améliore encore sa mobilité. L'armée en demande beaucoup, mais l'industrie française manque de temps et de moyens. Résultat, moins de 200 exemplaires sont produits avant l'invasion allemande de 1940. Ensuite arrive le W15T, un modèle plus long et plus bas, conçu pour tracter le puissant canon anti-char de 47 mm. Plusieurs constructeurs travaillent ensemble pour en produire davantage, et environ 300 véhicules sortent d'usine. Face à l'avancée rapide des chars allemands, une idée d'urgence apparaît, installer directement le canon sur le véhicule. Ces véhicules réussissent à détruire certains chars ennemis, mais ils ont de gros défauts. Peu de protection, une mise en service trop rapide et une production trop faible. Sur le papier, ces véhicules offrent une mobilité tactique remarquable pour l'époque, mais entre les capacités théoriques et la réalité du combat en mai-juin 1940, l'écart est important. La chute et la disparition progressive. Mai 1940. L'offensive allemande transforme la guerre attendue en campagne de mouvement rapide. Sur le terrain, les véhicules Lafly démontrent leur qualité. Plusieurs rapports mentionnent des tracteurs positionnant leurs canons dans des zones inaccessibles aux attelages traditionnels, permettant d'infliger des pertes aux unités blindées ennemies. Des succès notables sont enregistrés par les batteries équipées de W15 TCC en juin 1940. Cependant, ces résultats restent locaux et limités face à l'ampleur du désastre. Les atouts de Lafly se heurtent à 2 obstacles majeurs. D'abord, la doctrine militaire française. Ces véhicules sont utilisés comme de simples substituts aux chevaux, dispersés dans les unités existantes, sans concentration en grande formation mécanisée comparable aux Panzer-Division. Ensuite, le volume. Les 2500 à 3000 Lafly livrés sont noyés dans l'ensemble des forces françaises. Beaucoup de commandes en cours, notamment pour Citroën, ne seront jamais honorées. En juin 1940, l'avancée allemande interrompt définitivement la production. Lors de la retraite, de nombreux véhicules sont abandonnés faute de carburant, de pièces détachées ou d'ordre clair.
Une partie importante est capturée intacte par la Wehrmacht. Les Allemands reconnaissent rapidement leur valeur pour la mobilité tout-terrain et les réutilisent sur divers fronts, Russie, Afrique du Nord, etc. Après la libération, la reconstruction de l'industrie automobile française passe par le plan Ponce de 1946, qui rationalise la production en attribuant des rôles spécifiques, Renault et Peugeot pour les voitures particulières, Berliet pour les poids lourds, etc. La FLI n'est pas retenue dans ces pôles prioritaires. Les raisons de cette disparition progressive sont principalement économiques. Les véhicules Lafli, complexes et coûteux à fabriquer, véritables pièces d'horlogerie mécanique, ne correspondent plus aux besoins d'une France en reconstruction qui privilégie des camions simples, fiables et produits en grande série à bas coût. Le modèle artisanal et soigné de Lafli devient obsolète face à l'économie d'échelle des concurrents. L'entreprise tente de revenir à ses origines civiles avec quelques camions de pompiers et utilitaires, mais sans les commandes militaires ni un repositionnement industriel fort, elle ne peut survivre. Au début des années 1950, la production de véhicules cesse. L'usine est vendue, successivement à Bugatti puis à Berliet. La marque Lafli disparaît progressivement de l'histoire. Lafli disparaît au début des années 1950 pour des raisons économiques, coûts élevés, non retenus dans le plan Ponce, concurrence accrue, après une activité civile limitée. L'héritage, les vestiges de l'histoire. Que reste-t-il de Lafli aujourd'hui? Des vestiges matériels, sous forme de véhicules préservés dans quelques musées. Par exemple, le musée des blindés à Saumur expose des véhicules restaurés, permettant d'observer directement cette technologie oubliée. L'héritage de Lafli est une évolution technique notable. Sa technologie était pionnière en matière de mobilité tout-terrain, avec une influence limitée sur certains designs français post-guerre, comme chez Berliet ou Unique, pour des aspects de suspension et de franchissement. Cependant, elle s'est révélée trop complexe et trop coûteuse pour une production à grande échelle. La Jeep américaine, développée à la même époque, a suivi une philosophie différente, simplicité et production de masse. Bien que les deux ne soient pas des rivaux directs, Lafli étant plus spécialisée et artisanale, c'est l'approche de la Jeep qui a dominé après la guerre. Pourquoi cette entreprise a-t-elle connu une disparition progressive? Les raisons sont principalement économiques. Coûts de production élevés, non retenus dans le plan Ponce de 1946 qui priorisait d'autres constructeurs, et concurrence accrue de Berliet et Renault. L'entreprise n'avait pas la structure industrielle pour s'adapter à ces contraintes. Quelques exemplaires capturés par la Wehrmacht ont peut-être influencé des développements allemands post-guerre, bien que cette influence reste marginale et non documentée de manière approfondie. Lafli illustre que la complexité technique doit s'aligner sur des capacités de production et de besoins économiques pour survivre. Cette leçon économique met en lumière l'importance d'adapter l'innovation au marché et à l'époque. L'épopée de Lafli est celle d'un rêve mécanique fracassé par la dure réalité de l'histoire. Un rappel que dans la guerre comme dans l'industrie, les plus brillants ne sont pas toujours ceux qui survivent. Connaissiez-vous cette histoire? Quel autre constructeur français oublié, civil ou militaire, mériterait que l'on raconte son destin? Dites-le nous dans les commentaires. Si ce voyage dans le temps vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Cela nous aide énormément à faire revivre ces légendes oubliées. Merci et à très bientôt pour une nouvelle histoire.